Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci de nous rejoindre en Ukraine pour cette émission spéciale consacrée au 2e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. C'est depuis la place Maïdan, symbole de la révolution, que nous commençons cette émission. L'Ukraine, c'est un pays d'un peu plus de 42 millions d'habitants qui a vu des millions d'entre eux, 3 millions au bas mot, se réfugier dans les pays limitrophes, pays de l'Union européenne pour la plupart, alors que plus d'1,5 million sont ce qu'on appelle des déplacés internes. Difficile en revanche d'évaluer encore à cette heure, mais il est probable que des centaines de milliers d'Ukrainiens aient été tués ou blessés. On estime que depuis le 24 février 2022, plus ou moins 20% du territoire ukrainien est passé sous le contrôle des Russes. Pendant ce temps-là, l'Union européenne a été un partenaire clé tout au long de la guerre, apportant une aide civile et militaire, sanctionnant aussi la Russie avec 12 et bientôt 13 trains de sanctions à l'encontre de Moscou. L'Union qui offre aussi désormais une réelle perspective à son voisin ukrainien puisqu'elle a accepté d'ouvrir à l'Ukraine les négociations d'adhésion à l'occasion du sommet européen de décembre dernier. Pour ce qui est d'une aide de facilité, aide financière à l'Ukraine, en revanche, pas facile de se mettre d'accord. Il aura fallu attendre le sommet de février où, après un long bras de fer avec la Hongrie de Viktor Orban, les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont entendus pour accorder 50 milliards d'euros d'aide à Kiev, 33 milliards de prêts et 17 milliards de subventions pour les 5 prochaines années. Unit City est le plus grand parc d'innovation d'Europe de l'Est et c'est basé à Kiev. C'est un endroit où nous, les Ukrainiens, pouvons collaborer avec le monde entier dans le domaine des industries technologiques et créatives. Nous nous sommes inspirés du campus Google dans la Silicon Valley. Nous avons compris que tout le monde sait comment travailler avec les Ukrainiens à l'international, mais personne ne sait comment travailler avec les Ukrainiens en Ukraine. Vous pouvez venir ici, vous pouvez être mis en relation avec des fonds d'investissement, vous pouvez rencontrer des leaders politiques. Je veux dire, si vous souhaitez en savoir plus sur les technologies ukrainiennes, Unit City est l'endroit idéal. Et pour débuter cette émission, on retrouve Olga Stefanishyna. Bonjour. Bonjour, vous êtes vice-première ministre de l'Ukraine et vous êtes en charge de l'intégration européenne et de l'intégration euro-atlantique. Autant dire que vous êtes au cœur des espoirs et des attentes des Ukrainiens, puisque je crois que selon un récent sondage, ils étaient favorables à l'entrée dans l'Union à plus de 90%. Fondamentalement, la révolution de la dignité de 2013, ce n'était pas seulement une réaction face au refus par le pouvoir en place à l'époque de signer l'accord d'association avec l'UE. C'était une façon de dire « trop c'est trop ». Il ne sera plus possible pour les hommes politiques de nous manipuler. Et 10 ans plus tard, c'est un grand honneur de sentir que cette dynamique est toujours là. La plus grande armée que l'on a, ce sont ces 90% d'Ukrainiens qui nous soutiennent. Vous avez décidé de ne pas nous accueillir dans votre bureau, dans un ministère, mais ici, dans un incubateur d'entreprise. C'est quoi? C'est le symbole de cette Ukraine qui regarde vers l'avenir, justement? Il s'agit d'un immense parc d'innovation, réunissant plus de 4000 entrepreneurs ukrainiens, issus de différents types d'entreprises. Et il est construit sur un ancien site industriel soviétique, une vieille usine de motos. Tout a été reconstruit à partir de zéro ici. Et ça a continué à être opérationnel et même à se développer tout au long de la guerre. Et c'est à cela que l'Ukraine ressemble, une nation de jeunes Européens développés et progressistes. Et je veux que l'Europe nous voie exactement de cette façon. Alors vous parlez d'Europe. Est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par l'Union européenne? Oui, absolument. Je pense que les Européens figurent parmi les premiers à nous avoir soutenus. C'était en mars 2022. Les troupes russes n'avaient même pas encore quitté la région de Kiev. Tous les 27 dirigeants de l'UE se sont levés et nous ont dit « l'Ukraine sera avec nous », ce qui signifie que c'était la première promesse. Les premiers à nous dire « nous allons rester aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ». Et aujourd'hui, 2 ans après le début de la guerre, en décembre 2023, cet engagement a été confirmé par l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine. Est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire plus, sachant que les besoins sont vraiment énormes pour l'Ukraine? L'Ukraine a abordé la décision d'entamer les négociations d'adhésion avec l'expérience de 10 ans de mise en œuvre de l'accord de libre-échange le plus ambitieux jamais signé avec l'Union européenne. Jusqu'à présent, nous constatons que la Commission avance vraiment lentement. L'Europe doit avoir l'assurance que l'Ukraine est prête. Et ceux qui, à Bruxelles, doivent aussi faire leur part du travail devraient également être prêts et ne pas seulement parler de cela, mais le faire réellement.
Alors, l'Ukraine n'est pas encore membre de l'Union européenne. À ce titre, elle ne peut pas encore bénéficier de fonds de cohésion à proprement parler. Et néanmoins, eh bien, l'Union continue à soutenir activement l'Ukraine, et ce, sous différentes formes. On fait le point avec Sophie Samaï. Depuis le début de l'invasion russe, l'Union européenne n'a cessé de manifester son soutien à son voisin ukrainien. Dès le début du conflit, un fonds de cohésion exceptionnel a été créé en soutien aux réfugiés, le fonds CARE, qui permet aux États membres d'utiliser des ressources en provenance du fonds FEDER et du fonds FSE+, pour aider directement les millions de personnes fuyant l'Ukraine. Autre fonds inédit, l'enveloppe de 10 milliards d'euros du fonds REACT-EU, qui était destinée à la relance économique post-Covid en 2022, a elle aussi été partiellement redirigée vers l'Ukraine et sa population déplacée. Au total, ce sont 17 milliards d'euros qui ont déjà été débloqués pour permettre aux Ukrainiens de se loger, de se soigner ou encore d'avoir accès à l'éducation dans leur pays d'accueil. Enfin, l'Ukraine bénéficie de programmes Interreg avec ses voisins polonais et roumains, des projets transfrontaliers financés par le fonds FEDER en vue d'améliorer la santé, l'éducation ou l'environnement dans les régions concernées. Mais le soutien financier de l'Union européenne ne se limite pas à la mobilisation des fonds de cohésion. Plus de 31 milliards d'euros ont été alloués sous la forme de financement, d'appui budgétaire et d'aide humanitaire. Près de 10 milliards d'euros ont été mis à disposition sous la forme de subventions, de prêts et de garanties fournis par les États membres de l'UE. Et 27 milliards ont eux été envoyés pour soutenir l'armée, la former et envoyer des armes sur le sol ukrainien. Au total, ce sont près de 85 milliards d'euros qui ont été versés sur la période 2022-2023. Sophie Samaï vient de récapituler pour nous les principaux programmes de financement de l'Union européenne pour l'Ukraine. La lutte contre la corruption, c'est quelque chose qui vous a été demandé régulièrement. Où est-ce qu'on en est concrètement ? Eh bien, nous avons adopté la stratégie anticorruption pour les 5 prochaines années. Nous avons une agence spéciale, une agence nationale de prévention de la corruption. Ils ont fait des évaluations par l'intermédiaire de toutes les institutions, de l'environnement à l'énergie, en passant par les transports, la politique agricole, l'économie. D'ici la fin de l'année, nous serons en mesure de faire un premier bilan. Cela signifie que c'est vraiment intersectoriel. Il y a eu des demandes de réforme pour l'Ukraine. Il y a eu aussi un constat qu'il fallait réformer l'Union européenne. Quelles sont d'ailleurs les prochaines étapes pour vous en termes de discussion autour de l'adhésion ? Je pense que la meilleure façon d'amorcer le processus d'adhésion sera de commencer l'examen formel. L'Ukraine a préparé tout le nécessaire pour cela. Au cours de l'année écoulée, nous avons procédé à une auto-évaluation basée sur les acquis de l'UE qui nous ont été fournis par la Commission européenne. À titre personnel, il m'est très difficile de dissuader ceux qui veulent aller de l'avant et agir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, par exemple, au Parlement, lorsqu'il prépare chaque session plénière, ils mettent en premier la mise en place d'une législation conforme à l'UE, des réformes, la lutte contre la corruption. Et maintenant, nous sommes juste assis dans la situation où ils attendent une feuille de route de mon côté. Et je ne suis pas vraiment en mesure de la fournir parce qu'il n'y a pas de mouvement à Bruxelles. Merci, Olga Stefanicina, pour votre sincérité. En tout cas, le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine a commencé bien avant l'attaque russe de février 2022. L'Union a notamment bien fourni un soutien via les fonds de cohésion, mais pas directement à l'Ukraine, mais aux pays voisins. Charge à eux ensuite d'aider leurs voisins dans des secteurs comme la santé, l'éducation ou encore les infrastructures de transport. Luc Brown s'est penché sur ces projets dans l'ouest du pays. Une opération des amygdales sur un enfant, une intervention ordinaire, mais elle vive, elle n'est pas si courante. Désormais, grâce aux fonds européens, l'équipe chirurgicale dispose d'un nouveau matériel. C'est plus sûr pour les enfants, plus précis pour les enfants. Et nous pratiquons une chirurgie plus moderne. Grâce à cela, nous disposons d'un très bon équipement. Cet hôpital a reçu 1,5 million d'euros du programme européen Interreg. Avec cette chirurgie moins invasive, 2 fois plus de patients peuvent être traités et la convalescence est plus courte. Notre système médical est prêt à rejoindre l'Union européenne et à travailler sur un pied d'égalité avec les médecins européens. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une aide technologique et d'équipement.
En Ukraine, les projets transfrontaliers de la politique de cohésion de l'UE ont été initiés pour la plupart avant la guerre, mais désormais ces financements européens sont essentiels dans la reconstruction du pays. Irpin, les combats qui s'y sont déroulés ont détruit plus d'un logement sur 2. C'est le cas de l'appartement d'Andrei. Ici, des fonds européens lui ont permis de réparer le toit et les murs extérieurs. Le reste est à sa charge. Quand on voit la moitié de sa maison dans un état si épouvantable, quand elle s'est effondrée, brûlée, eh bien oui, cela m'a conduit à une certaine période de dépression. L'appartement d'Andrei a fait partie d'un programme qui a bénéficié de 25 millions d'euros de l'UE. Au total, des centaines d'immeubles endommagés vont ainsi être rénovés. Une aide au retour à la maison pour près de 38 000 familles ukrainiennes. C'est l'aide de l'Union européenne qui a reçu des fonds pour la restauration des maisons, pour la restauration de l'Ukraine. Cela va permettre de contribuer au retour des réfugiés qui se trouvent en Europe dans leur foyer, dans leur famille, dans leur mère patrie. L'invasion russe a aussi affecté de nombreuses infrastructures civiles. L'UE a promis 100 millions d'euros pour réparer les écoles ukrainiennes et permettre le retour en classe de 20 000 élèves. Cette école a été occupée par les troupes russes pendant plus d'un mois en mars 2022. Ici, les fonds européens ont servi à réparer les couloirs et les salles de classe. Nous disons toujours aux enfants, regardez les enfants, voyez comment nous recevons du soutien de l'extérieur. Nous comprenons très bien que cet argent pourrait aussi être investi dans le développement de la culture et de la civilisation dans chaque pays européen, mais ils l'investissent plutôt chez nous. Nous sommes donc très reconnaissants. Les fonds de l'UE ont également contribué à transformer l'ancien dépôt de charbon en sous-sol en abri anti-bombe. 200 élèves peuvent continuer à étudier, même lorsque retentissent les sirènes. Même si les lumières s'éteignent, les enfants ont toujours un endroit pour recharger leur téléphone portable, car il y a ici une alimentation autonome. Et ça ajoute le sentiment de confort, de stabilité, pour qu'ils aient le sentiment que tout va bien. Plus d'une centaine d'abris dans des écoles ont ainsi été aménagés. L'UE a contribué à hauteur de 85 milliards d'euros en fournissant à l'Ukraine une assistance financière, humanitaire et militaire. Si l'on attend et si on ne répond pas aux besoins de reconstruction, de réhabilitation, alors vous avez un pays détruit. Et comment voulez-vous que les gens reviennent? Il faut donc reconstruire les écoles, il faut reconstruire les hôpitaux. Je veux dire, n'oublions pas que le système russe de Poutine a systématiquement détruit des biens civils, des infrastructures civiles, et qu'il a commis ces crimes de guerre. Fin décembre, Bruxelles a donné son feu vert à l'ouverture de négociations en vue d'une adhésion. Un message clair de soutien à Kiev alors que l'Ukraine entame sa 3e année de guerre totale avec la Russie. Nous voilà au musée Ranenko, en plein cœur de Kiev, un musée vide. On va revenir dessus en compagnie d'une voix qui compte ici en Ukraine. Notre invité, c'est Andrei Kurkov. Andrei Kurkov, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes né en Russie, à Saint-Pétersbourg. Vos livres sont publiés dans le monde entier, dans de nombreuses langues. Le plus connu d'entre eux, sans doute, c'est Le Pingouin, qui est une satire de l'ère post-communiste. Et puis, derrière, on suivit une dizaine de romans, dont le dernier en date pour le monde francophone. En tout cas, c'est Le Cœur de Kiev, un feuilleton dans l'Ukraine de 1919. Andrei Kurkov, comment se passe la vie culturelle dans un pays en guerre totale? La vie culturelle est devenue bien sûr très limitée et très militante. Et il y a une quarantaine des écrivains, des poètes ukrainiens qui sont tués par les Russes. Il y a plus que 30 écrivains et poètes ukrainiens qui aujourd'hui sont les soldats sur la fronte. Et il y a une migration culturelle. Il y a des écrivains, des peintres, des gens du théâtre qui sont devenus réfugiés à l'étranger. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a affaire finalement à une guerre culturelle en parallèle à cette guerre, à ce conflit avec la Russie? Ah, bien sûr, parce que pour moi, c'est comme 3 guerres dans le même moment. La guerre pour le territoire ukrainien, la guerre contre l'identité ukrainienne et la guerre géopolitique.
comme Poutine dit souvent, que c'est la guerre contre l'Ouest, contre le monde démocratique. Andrei Kourkov, dans cette optique-là, en quoi l'aide de l'Union européenne est importante? Quelle est son action finalement? Oui, je sais qu'il y a des tableaux rares qui étaient pour le temps de guerre déplacés en Europe. Et il y a beaucoup de tableaux, des objets, des arts qui sont cachés pratiquement dans les abris anti-bombes, peut-être ici, sur l'étage -2, -3. Mais bien sûr, l'Ukraine aura besoin de l'aide financière et peut-être aussi technologique pour reconstruire les objets de culture détruits et aussi pour digitaliser, parce qu'on comprend maintenant qu'on peut perdre des objets pour toujours. Andrei Kourkov, 2 ans de guerre, c'est 2 ans de peur, 2 ans de fatigue, 2 ans de lassitude. Qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que la littérature peuvent faire dans ces conditions? Les Ukrainiens sont très traumatisés par la guerre. Et bien sûr, la culture, c'est aussi comme médicament. On peut utiliser la culture, la littérature pour apaiser les gens. Bien sûr, les musées ne fonctionnent pas, mais les théâtres fonctionnent. Les écrivains écrivent, mais plutôt les textes sur la guerre. Mais j'espère que ça ne va pas continuer sans cesse. Parce que je me souviens, quand j'étais 11 ans, 15 ans, j'étais forcé à lire beaucoup de livres sur la guerre deuxième mondiale, sur l'héroïsme des soldats soviétiques. J'espère que cette histoire ne va pas se répéter. Avec le conflit, vous avez arrêté d'écrire des romans, des fictions, pour un autre type d'écriture. Je rêve de revenir au roman. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'écris qu'une non-fiction. J'écris des articles pour la presse internationale, aussi pour les journaux ici. Mais j'espère que je serai capable de finir le roman interrompu par la guerre, peut-être vers la fin de l'été prochain. Cette émission spéciale 2 ans de guerre en Ukraine touche à sa fin. Merci aux équipes qui ont permis de la préparer et de la réaliser. Vous pouvez trouver un volet plus économique sur notre site internet et sur nos antennes. Restez avec nous.